président de la République a dirigé ce matin une réunion relative au suivi des engagements du sommet de Pau. Une réunion qui a pour objet de faire le point des différentes actions décidées lors du sommet. Sur invitation de la Fondation Roi Salman pour l'aide humanitaire, la première dame, la présidente de la Fondation Grand Cœur, se trouve depuis cet après-midi à Riyad, en Arabie Saoudite. Les deux présumés assassins de Dame Mopi Célestine, assassinés le 13 février dernier, plusieurs autres présumés malfaiteurs dans la ville de Djamena ont été présentés ce matin. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Je le disais, le président de la République avec des invités a dirigé ce matin une réunion relative au suivi des engagements du sommet de Pau. Chef de département ministériel concerné, d'un côté l'ambassadeur de France au Tchad et ses collaborateurs de l'autre ont fait le point des différentes actions décidées lors du dit sommet. Du coup, nous Wali. C'est la deuxième réunion du genre que préside le chef de l'État Idriss Déby Itno après le sommet de Pau qu'il a réuni avec ses homologues du G5 Sahel et celui de la France. Un tour d'horizon a été fait à la lumière des conclusions de la précédente réunion à l'effet de suivre les engagements pris lors du sommet qui, en rappel, a décidé de la mise en place d'une grande coalition pour le Sahel pour faire face à la menace terroriste. Relativement au volet militaire, un point d'orgue a été mis sur la montée en puissance du bataillon tchadien dans la perspective de son déploiement dans le fuseau ouest. Les détails arrêtés lors de la réunion font dire au ministre en charge de la Défense nationale, Mohamed Abali Salah, que le déploiement ne saurait tarder. Nous avons fait comprendre en tant que département en charge de la Défense à la réunion que les troupes sont prêtes. Nous savons déjà le nombre de personnes que nous allons envoyer et les équipements. Nous pensons que d'ici fin février, que le contingent peut aller au Niger. Les groupes terroristes visés par cette expédition constituent également une menace pour la sécurité intérieure. L'analyse des risques montre un réel besoin d'appui aux forces de sécurité intérieure, souligne l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri. Sécurité intérieure qui n'avait pas été abordée lors de la première réunion, donc c'était essentiel de faire ce constat partagé entre Français et Tchadiens. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Quelle est l'analyse des risques et de la menace faite par la partie tchadienne? Et là, le président a tenu un langage qui était on ne peut plus clair sur notamment les ravages de la drogue auprès des jeunes générations tchadiennes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative, en plus des moyens de lutte? Partant d'une analyse sur l'indissociabilité entre défis sécuritaires et développement, le président de la République Idriss Déby Itno a été on ne peut plus clair. Seules les actions à fort impact sur le terrain pourront garantir à long terme la stabilité et éviter certaines déviances, ce qui explique la place prépondérante occupée au cours de la réunion par la question de la dynamique du développement. Car, renchérit le ministre Mohamed Abadi Salah, qu'il s'agisse de la problématique de la sécurité intérieure ou de la menace terroriste, au fond, c'est une question de développement. Vous savez que nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Et tous ces problèmes, que ce soit l'immigration ou bien que ce soit au niveau du terrorisme, au fond, c'est un problème de développement. Nous avons dit qu'il faut prioriser le développement, les actions qui maintiennent la jeunesse, les femmes, les sociales. Et sur ce point aussi, le directeur de l'AFT aussi a pris part à cette réunion. Nous pensons qu'il y aura une suivi pour que tous ces projets peuvent être réalisés dans les meilleurs délais. Les avancées et contraintes liées à l'exécution des projets de développement au regard des défis sécuritaires ont été abordées en rapport avec l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel qui se tiendra à Nouakchott dans le sillage du 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Inde Déby Itno, se trouve depuis cet après-midi à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est sur invitation de la Fondation Roi Salman pour l'aide humanitaire. Nosor Nikiti. C'est au nom de la Fondation Grand Cœur et pour les comptes des couches vulnérables du Tchad que sa présidente fondatrice, Inde Déby Itno, a rallié ce lundi 17 février 2020 la capitale saoudienne, Riyad. Inde Déby Itno a été accueillie au pied de l'avion par le protocole royal, l'ambassadeur Madame Mounira Al-Askar. Elle avait à ses côtés pour la circonstance l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite avec résidence à Riyad,
Zakaria Fadoul Kitr Junior et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en Terre Sainte. Le déplacement de la présidente de la Fondation Grand Cœur à Riyad vise primo à s'imprégner des actions de la Fondation Roi Salman et secondo, envisager un partenariat dynamique avec la dite fondation. La colonie tchadienne de Riyad, qui n'a pas pu faire le déplacement de l'aéroport, a attendu la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hind Déby Itno, à l'entrée de son hôtel pour lui souhaiter la bienvenue. La communion est fraternelle. L'agenda de la présidente de la Fondation Grand Cœur, tant à Riyad qu'à Jeddah, est bien chargé. Il prévoit entre autres une rencontre avec les hautes autorités saoudiennes, une visite du siège de la Fondation Roi Salman pour l'aide humanitaire et le secours, une entrevue avec le président du Fonds saoudien pour le développement ainsi que le secrétaire général de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane et le président de la Banque islamique pour le développement figurent également au programme dont les retombées iront directement aux couches défavorisées du Tchad, conformément au slogan, je cite, « La Fondation Grand Cœur, toujours aux côtés des populations vulnérables ». Fin de citation. Bientôt, un centre national d'ophtalmologie au sein de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Occasion pour le ministre de la Santé, Mahmoud Youssouf Rayal, et l'ambassadeur extraordinaire de la République populaire de Chine au Tchad de parapher un protocole d'accord pour l'équipement de ce centre. Le Tchad et la Chine mutualisent leurs efforts pour lutter contre les maladies ophtalmologiques. L'acte 1 de leur accord de 2018, qui a vu la création d'une unité de traitement des maladies oculaires au sein de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, a fait des succès. Il s'est traduit en acte par des caravanes ophtalmologiques et a permis aux personnes souffrant de ces pathologies de recouvrer la vue. À travers ce protocole d'accord que signe le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Rayal, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Dindin, un centre national d'ophtalmologie sera créé au sein de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. La signature d'aujourd'hui témoigne encore une fois la volonté ferme du gouvernement chinois de continuer à soutenir le Tchad dans le développement sanitaire au profit du bien-être du peuple tchadien. En effet, inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 8 initiatives majeures annoncées pendant le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, le projet de la coopération en ophtalmologie sino-tchadienne a connu un succès satisfaisant dans la première phase grâce aux efforts conjoints de nos deux parties. Avec les phases suivantes du projet, nous espérons que ce centre d'ophtalmologie pourrait devenir graduellement un centre phare dans la région d'Afrique centrale. Le ministre de la Santé publique appelle le personnel soignant à relever le défi. Je voudrais dire au personnel de santé du Tchad, attendez-vous à recevoir vos frères africains qui viendront chercher la santé chez nous ici. Parce qu'avec la coopération sino-tchadienne, nous allons aller très loin. C'est un hôpital de référence. Professeur Mahmoud Youssouf Rayal témoigne la gratitude du Tchad au peuple chinois pour l'appui multiforme. Il exprime par la même occasion la compassion du peuple tchadien aux frères et amis chinois frappés par l'épidémie Covid-19. Le nouvel ambassadeur d'Éthiopie au Tchad, Amin Abdul Khadir, a rencontré hier la colonie éthiopienne vivant au Tchad. Il s'agit par ces retrouvailles de prendre contact avec ses compatriotes, connaître leurs difficultés et leur donner des orientations. Après avoir présenté les copies figurées de ces lettres de créance au chef de l'État, le nouvel ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie au Tchad, Amin Abdul Khadir, entame une première prise de contact avec ses compatriotes vivant au Tchad. Ces retrouvailles ont permis aux diplomates de connaître chacun des membres de la colonie, l'activité qu'ils exercent et les difficultés. Des conseils relatifs au respect des us et coutumes de la terre d'accueil à la responsabilité leur ont été prodigués. Au nombre de difficultés relevées figurent les problèmes d'accès à la carte de séjour et visa. Pour beaucoup, ces documents coûtent cher. Ils sollicitent l'implication de l'ambassadeur qui a pris bonne note.
Ces retrouvailles sont indiquées pour se remémorer la vieille tradition, être autour du café. C'est pour raffermir davantage les liens de fraternité et d'amitié, mais aussi mettre en relief le potentiel touristique éthiopien. Les membres de la colonie, à l'exemple de l'Isaac Melesse, trouvent positives ces retrouvailles qui renforcent davantage la fraternité. Il est optimiste quant à une issue aux questions des cartes de séjour et visas dont les coûts ne sont pas à la portée de certains citoyens à revenus moyens. Sa compatriote Mouna, elle, se félicite de cette véritable intégration africaine. En terre tchadienne, elle se sent chez elle au regard de l'hospitalité légendaire, des rapports d'amitié et de fraternité, affirme-t-elle. L'ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie est confiant et appelle ses frères et sœurs à plus d'amour, de solidarité et surtout à être des vrais ambassadeurs de leur pays auprès de leur seconde patrie, le Tchad. Le nouvel ambassadeur qui a pour résidence l'Algérie coiffe 3 pays. Il s'agit du Tchad, du Niger et de bien entendu l'Algérie. Présentation ce matin au commissariat central de plusieurs groupes de présumés malfaiteurs opérant dans la ville de N'Djamena. Parmi ces présumés malfaiteurs, 2 sont présumés assassins de Dame Mopi Célestine. À ce sujet, je vous invite à suivre le porte-parole de la police nationale, Paul Manga. Il vous souviendra, en date du 13 février 2020, Madame Mopi Célestine a été assassinée sauvagement par des inconnus au quartier Abena, non loin de l'église baptiste Mitmichin. Ce crime crapuleux et odieux a bouleversé toute la population et cela a créé également la stupeur. Ce choc n'a pas laissé la police nationale indifférente. C'est ainsi qu'elle a mené des investigations qui ont abouti à l'arrestation de M. Nerar Ludovic, connu sous le nom de Baye, qui est l'auteur principal du meurtre. C'est lui qui l'a violé et qui l'a aussitôt tué. Il est là avec son complice que vous avez vu vous-même, qui s'appelle Koussepare Ismaël. Nous avons également un groupe de 3 personnes qui est arrêté pour viol collectif sur la dame Moumré Cécile. Et ce viol a eu lieu le 14 février 2020 au quartier Moussal. Interpellée, la police nationale a mené des investigations qui a abouti, n'est-ce pas, à leur arrestation. Et le dernier groupe est constitué de 4 personnes. Ceux-là, c'est des braqueurs qui attaquent des paisibles citoyens sur les engins ou soit qui escaladent les murs pour aller commettre leur forfait. Et entre leurs mains, la police nationale a récupéré 4 motos qui sont devant vous. Le 8e substitut du procureur de la République, Izzadine Kamalamat, présent à la présentation, rassure que les 2 présumés assassins seront devant la barre de demain et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Suivez. Étant représentant de la société, la politique pénale de l'État, c'est de réduire et de neutraliser cette délinquance. Les malfrats ont été appréhendés. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur afin que notre société soit nettoyée de ces parasites sociaux. On a une procédure de flagrant délit quotidien. C'est une procédure qui sera gérée dès demain. La condamnation, en tout cas le ministère public fera de son mieux. On va les déférer. Ils seront condamnés par le tribunal dès demain. On a la procédure de flagrant délit quotidien. Ces genres de malfaiteurs, ces genres de malfrats, ces genres d'infractions seront jugés immédiatement. Immédiatement, c'est-à-dire dès demain. Cérémonie de remise des tables bancs à Bongo dans la province du Moïkébé est une initiative de la Fondation Grand Cœur qui illustre un projet dénommé Soutenons l'école la tchadienne. C'est le gouverneur Amata Mamad qui a présidé la cérémonie de réception. Barelech.
La Fondation Grand Cœur met de la joie dans le cœur des élèves des établissements d'enseignement public de la province du Mayo-Kibi-Est. Elle offre des mobiliers à la délégation provinciale, à l'enseignement et à la jeunesse de cette circonscription. Ils sont destinés aux écoles publiques de la dite province. La remise de ces 1000 tables bancs aux structures éducatives de la province du Mayo-Kibi-Est entre dans le cadre du projet de la Fondation Grand Cœur dénommé Soutenons l'école tchadienne. La remise de ces 1000 tables bancs à la délégation provinciale, à l'enseignement et à la jeunesse de Mayo-Kibi-Est est l'aboutissement d'un processus entamé par la Fondation Grand Cœur pour accompagner la politique du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement qui fait de l'éducation la priorité des priorités. Le gouverneur de la province du Mayo-Kibi-Est, Amata Mamat Abdoulaye, qui préside la réception de ces mobiliers, confie que le geste de la première dame Inda Debitno traduit en acte la vision du gouvernement, en l'occurrence le chef de l'État qui prône l'excellence en milieu éducatif. Tous ensemble unis et sous l'impulsion de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, notre pays pourrait arriver tout azimut à son émergence d'ici à l'horizon 2030. Dans le même ordre d'idée, l'autorité administrative de la province du Mayo-Kibi-Est invite les acteurs en charge de la machine éducative à une bonne répartition de ces mobiliers et de leurs entretiens. La Banque mondiale a remis à la délégation provinciale de l'éducation de beaucoup de matériel bureautique pour appuyer le secteur de l'éducation de la dite province. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général provincial Duto Hakim. 10 motocyclettes, 8 ordinateurs portables, 16 imprimantes et quelques pièces d'échange ont été remis officiellement aux délégués de l'éducation, à l'enseignement et à la jeunesse de la province du Borkou, Abdallah Ali Bézé. Ce matériel roulant et informatique octroyé par la Banque mondiale vise à faciliter la tâche au personnel dans le domaine de l'éducation. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigui, officiant la cérémonie, a recommandé aux bénéficiaires à l'utilisation spécifique de ces moyens roulants et informatiques. Saisissant cette opportunité, le secrétaire général a adressé au gouvernement tchadien et ses partenaires qui n'ont ménagé aucun effort dans le domaine éducatif pour son émergence. Le délégué de l'éducation à l'enseignement et à la jeunesse provinciale, Abdallah Ali Bézé, réceptionnant officiellement ces dons, a garanti au secrétaire général de la province du Borkou qu'il veillera personnellement sur ces moyens roulants et informatiques. Pour les bénéficiaires, ils ont exprimé leur satisfaction au président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, qui, à travers le ministère en charge de l'éducation, ne cesse de donner à l'éducation sa lettre de noblesse. Chapitre politique. Après le département de Olom-Gamet, la délégation du bureau politique du MPS conduite par Gayang Soiré est arrivée à Golan et Mamra dans la commune rurale de Tikem. Plusieurs militants de l'opposition ont rallié les rangs du MPS. Moussambo Doptoulay. Forte mobilisation digne d'un grand rendez-vous à Golan Point, un village situé dans la commune rurale de Tikem. Le MPS vient de marquer des points politiques. Après moult réflexions, ces militants de l'opposition démocratique décident d'annoncer leur démission de leur formation politique. Ils rallient officiellement le rang du parti de Bamina. Ces militants viennent de l'UNDR, Cap-Sur et RNDT Le Réveil. Très ému par cet acte hautement politique, le secrétaire général provincial du Mayo-Kibi-Est, Abdelbanat Fala, demande aux militants de serrer le rang pour une victoire du parti rassembleur. Face aux ralliés, Gayang Soiré appelle à l'unité et à la cohésion entre les militantes et militants. Désormais militants du MPS, les représentants des ralliés ont fustigé les comportements des responsables de leurs ex-partis. Ils se disent trompés du chemin. Loin d'ici, à Mara, ce sont les militants de l'UNDR et RNDT Le Réveil, à leur tour, rallient le mouvement patriotique du salut, MPS. Ils sont accueillis dans la grande famille MPS par Gayang Soiré, membre du bureau politique national.
Après Adé et Dogdouré dans la province de Silla, une délégation du Bureau politique national, conduite par Khalil Serayoun, a animé un meeting à Moudena et Koumo. Au cours de ce meeting, la délégation a échangé avec la population sur la cohabitation pacifique et la concorde nationale. Mohamed Oumar Moursal. La délégation des membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, BPN-MPS, conduite par Khalia Amato Sakhaïroun, est chaleureusement accueillie par les militants et sympathisants du MPS de Moudeina dans la province de Silla. Ici, les membres du BPN-MPS sont venus sensibiliser la population sur la préservation des acquis de la paix et le développement. La chef de mission du bureau politique national, Khalia Amato Sakhaïroun, invite la population à cultiver l'esprit de tolérance, la concorde nationale et la cohabitation pacifique. À ses camarades militants, elle les exhorte à se mobiliser comme un seul homme pour défendre les idéaux du parti et surtout à relever les défis aux échéances électorales. Les militants ont saisi l'occasion pour recommander aux autorités compétentes le renforcement et la construction de diverses infrastructures pour assurer davantage la sécurité, améliorer la qualité des soins et de l'éducation. La ville de Koumo est la dernière étape de la tournée de sensibilisation de la délégation du MPS à sa tête, Khalia Ahmad Sakhaïroun. Là également, c'est le même message qui a été transmis. Dans leur intervention, les membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut ont rappelé à la population de Koumo la réalisation du chef de l'État Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, dans leur localité et qui sont bien visibles. Pour eux, ces réalisations prouvent à suffisance l'importance que les plus hautes autorités accordent à cette partie du territoire national. Ils invitent la population à placer davantage sa confiance au MPS pour un développement harmonieux. Les producteurs agricoles du département de Lagoué, province du Logone occidental, ont inauguré le bureau de soutien au MPS. Les membres du 10 bureaux ont été installés. Ahmad Ali Ahmad. Résolument engagés à soutenir le MPS avec la plus grande fermeté, les producteurs agricoles du département de Lagoué, département le plus peuplé de la province du Logone occidental, ont mis sur pied ce bureau qui renferme des hommes et des femmes dynamiques. Le triomphe du MPS aux prochaines élections et la défense des idéaux du parti, c'est le souci primordial de ces agriculteurs. Cette initiative, faut-il le souligner, est à mettre à l'actif du coordonnateur des chefs de communauté, président au Logone occidental, Al-Hajj Ramadan Kachalla, militant fervent du mouvement patriotique du salut. Le bureau, qui regroupe même les chefs des villages et notables, est dirigé par Dingam Tudji Mbayindo Dimdjibé, le secrétaire chargé des bureaux de soutien au conseil provincial du MPS du Logone occidental. Mbaye Arum Jean-Claude a dans son discours d'installation noté qu'avec les producteurs agricoles, le MPS remportera sans doute toutes les élections à venir. L'initiative, le premier du genre dans la province du Logone occidental, a été hautement apprécié par le secrétaire provincial du MPS Dingamoudel Mbeimian Sébastien. Le premier responsable du MPS dans la province a invité le bureau installé au travail pour relever les défis. Présent à la cérémonie, l'un des bas ministres, en l'occurrence Youssouf Omar Bahar, préfet du département de Lagoué, a vanté les idéaux du mouvement patriotique du salut et surtout le leadership de son président fondateur Idriss Déby Itno. Il a aussi exhorté les militants au travail tout en demandant au cadre du MPS de soutenir ce bureau dans toutes ses actions. Les membres du bureau de soutien des producteurs agricoles ont reçu les chaleureuses félicitations de l'assistance. Dans le cadre de la reprise des activités du conseil départemental de l'ANIA, une réunion a lieu à Bédaya, regroupant les militants à la base, 4 ressortissants de l'ANIA Pendé. Le point avec Miambaye Mathurin.
C'était en présence du secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssef, de deux anciens secrétaires généraux nationaux du MPS, Emmanuel Nadingar et Payom Malo Adrien, fils de la NIA, que cette réunion politique première du genre s'est tenue. Cette grande messe politique des enfants de la NIA a pour objectif de résoudre les guéguerres entre les militants afin de repartir sur de nouvelles bases d'unité et de vision commune. Réunion présidée par la secrétaire nationale à l'organisation féminine du MPS, Ali Mengar Kandi, représentante de la NIA au bureau politique national. Au nom des militants du MPS du Logone oriental, Nelngar Madingar a qualifié cette rencontre de culte des apôtres de la paix et permet de galvaniser les militants du parti rassembleur de se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales à venir. Soyons jaloux de la paix et de la concorde retrouvée, dont l'initiateur est l'infatigable artisan que je nomme Idriss Déby Itno. Plantant le décor, la secrétaire nationale à l'organisation féminine du MPS, représentante de la NIA au BPN, Ali Mengar Kandi, a signifié que cette rencontre se tient sur instruction spéciale du président Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, afin de permettre à tous les militants à la base de se donner les mains, se pardonner, taire leurs divergences internes, s'unir pour relever tous les défis du parti. La cohésion, la fraternité, la solidarité et l'union, recommandée par le président fondateur du mouvement patriotique de Saline, doivent guider chacun de nos actions. En somme, cette grande messe des militants du MPS de la NIA a permis à ceux qui se regardaient en chien de faïence de se pardonner et enterrer définitivement les querelles mesquines pour la poursuite glorieuse des activités du conseil départemental du MPS de la NIA. À cette circonstance heureuse, le rang du MPS de la NIA s'est agrandi. Quelques dizaines de jeunes ont adhéré au MPS. La secrétaire nationale à l'organisation féminine du MPS, représentante de la NIA, s'est félicitée de la sérénité et de la sincérité qui ont prévalu et s'est dit rassurée que c'est le MPS qui sort grandi. Le comité directeur de la délégation sanitaire de la province de N'Djamena entame ses activités de l'année 2020 ce lundi à la Maison de la Femme. Les travaux de cet atelier sur les données sanitaires ont été présidés par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibril Younous. Kadouba Théophile. Jeter un regard rétrospectif sur les activités sanitaires réalisées l'année précédente afin d'identifier les insuffisances et autres difficultés qui entravent le bon fonctionnement des différentes zones sanitaires de la province de N'Djamena. C'est le but recherché à travers cette rencontre d'échange et de réflexion qui marque le début des activités du comité directeur de la délégation sanitaire de N'Djamena pour l'année 2020. La déléguée sanitaire de la province de N'Djamena situe le bien fondé de cet atelier. Nous avons d'énormes défis à relever pour satisfaire les besoins de soins de santé de la population et surtout l'accès aux services de santé de base de qualité. Nous ne pourrons relever ces défis sans une analyse objective des indicateurs et avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers et de l'engagement personnel de tout un chacun. Quant au délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibril Younous exhorte les participants à plus d'engagement dans le travail. Compte tenu de l'importance capitale des problématiques à examiner, je compte sur votre entière disponibilité pendant ces assises. De la pertinence de vos contributions et du niveau élevé de vos débats dépendront de la réussite de ces assises. Ce travail qui vise la recherche du bien-être de la population par les plus hautes autorités du pays regroupe les maires, les délégués sanitaires, les chefs des zones, les médecins-chefs des districts sanitaires et les administrateurs délégués de toute la province de N'Djamena. Les producteurs, agriculteurs et maraîchers de la province du Kanem ont bénéficié d'une session de formation sur la technique de culture maraîchère. Une initiative de l'ANADER pour renforcer les capacités de ces derniers. Mohamed Marour. Au total, 30 producteurs et productrices de la province du Kanem prennent part à cet atelier. 2 jours durant, les participants auront à débattre en théorie et en pratique sur les techniques maraîchères et les techniques de défense et de restauration des sols. Dans son intervention, Madame la déléguée de la production, de l'irrigation des équipements agricoles du Kanem, Rassem Dimadi, a rappelé que cette formation consiste à renforcer les capacités organisationnelles des bénéficiaires et leur permettra d'augmenter la rentabilité agricole et lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la bande sahalienne. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issa Khabremi, a souligné que notre pays, le Tchad,
a comme base de son économie l'agriculture. L'agriculture reste et demeurera encore longtemps la base du développement de l'économie nationale et c'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, a fait de l'agriculture une priorité dans sa politique. La province du Kanem regorge de potentialités agricoles, bien que située dans la zone sahélo-saharienne, et n'est pas du reste, car elle offre à travers ses multiples wadis des opportunités énormes pour le développement des activités agricoles. La délégation sanitaire de la province du Bata a présenté le bilan sanitaire de l'année 2019 aux autorités administratives. C'était en présence du secrétaire général de la dite province. Mamata Echpenelhour. Cadre d'échange et de suivi des activités réalisées durant l'année écoulée. Ce comité directeur permet aux responsables sanitaires, autorités et partenaires techniques et financiers de faire le bilan et de tracer les perspectives pour 2020. Le délégué sanitaire de la province du Bata, Dr Foxia Eli, relève que la santé demeure une préoccupation constante du gouvernement et ses partenaires, comme en témoignent d'importants investissements réalisés, notamment les infrastructures, les équipements et l'affectation de 21 nouveaux médecins en 2019 au Bata. Malgré tous ces efforts, les indicateurs sont faibles. Beaucoup d'enfants ne finissent pas les vaccinations. Les taux de consultation prénatale et d'accouchement assisté ne sont pas encourageants. Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Bata a souligné qu'il y a d'énormes défis à relever pour satisfaire les besoins en soins de santé de la population. Il convient de vous rappeler que sous le leadership de son Excellence, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui malgré la conjoncture économique punie par un devoir patriotique a doté les structures sanitaires du Bata de moyens humains, matériels et financiers pour améliorer les conditions de travail dans les domaines sanitaires. Le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Hagar Tijani, a salué les actions des partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme. La CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, a procédé ce matin au lancement officiel du recensement physique d'enrôlement biométrique de pensionnaires retraités et veuves. C'était au cours d'un point de presse fait par Aboubakar Mahmoud Après, chef de division de prestations sociales. Suivez. La CNPS gère à ce jour 12 571 pensionnés et 3 777 rentiers répartis comme suit. 8 844 pensionnés en Djamena et 3 727 en province. 3 286 rentiers en Djamena et 431 en province. Soulignons qu'en plus de cela, elle gère aussi 50 000 allocataires qui perçoivent des allocations familiales. Dans l'optique de disposer de données fiables et actualisées concernant les bénéficiaires de prestations sociales, et surtout de sécuriser le paiement de leurs droits, la CNPS entend lancer une opération de recensement physique et d'enrôlement biométrique sur toute l'étendue du territoire. Il vous souviendra qu'un dernier recensement a été organisé par la CNPS en juin 2016. C'est ainsi qu'une opération débutera cette fois-ci à partir du 22 février 2020 par le sud, pour couvrir les localités de Sar, Mundou, Pala, Bangor, et à partir du 1er avril pour l'Est et le centre, plus précisément la région d'Abéché et celle de Mongo. En Djamena, l'opération de recensement sera lancée vers mi-juin. Durant cette opération, la CNPS va collecter les données biométriques, entre autres les empreintes digitales et les photos des pensionnés, rentiers et veuves. Cette opération vise un double enjeu. Payer le bon droit à la bonne personne d'une part et sécuriser d'autre part le paiement du dit droit. Ainsi, la CNPS œuvre sans cesse pour améliorer son offre de services et par ricochet les conditions de ses clients, qui sont les bénéficiaires de nos différentes prestations sociales.
Rentrons dans l'espace médiatique tchadien. Le journal N'Djamena Hebdo s'apprête à commémorer la cérémonie anniversaire. L'annonce a été faite par le coordinateur du comité d'organisation de cet événement, Imaji Indiekor. NSR de ses propos. Nous voudrions vous rappeler en quelques mots la genèse de N'Djamena Hebdo et le chemin parcouru durant ces 30 années d'existence. N'Djamena Hebdo est créé en octobre 1989 sous l'effroyable régime dictatorial d'Hissène Habré qui lui imposait à ses débuts une ligne éditoriale exclusivement tournée vers les informations à caractère publicitaire et sportif. Malgré cette imposition, les premiers dirigeants et journalistes de N'Djamena Hebdo ont osé couvrir l'actualité politique de l'époque. À la chute du régime dictatorial d'Hissène Habré et profitant du vent de la démocratie, le journal a fait le choix d'une ligne éditoriale axée sur la promotion des droits humains, de la démocratie. Depuis lors, il a connu des mutations et une évolution qui lui ont donné sa notoriété. Voilà pourquoi il faut bien célébrer ces 30 années d'existence pour marquer l'ancrage du journal dans l'histoire de la lutte pour la démocratie. La célébration du trentenaire de N'Djamena Hebdo, pionnier de la presse libre au Tchad, marque la consécration de l'engagement de ses fondateurs et du travail des équipes qui l'ont animé. Les dates retenues pour commémorer cet anniversaire sont les 26, 27 et 28 mars 2020. Plusieurs activités seront organisées durant ces 3 jours. Des participations à des plateaux radio-télévisés, une journée porte ouverte des locaux du journal, des rencontres d'échange avec le grand public et des partenaires, une conférence débat, une exposition photo et vente de reliures et autres objets. Une soirée de gala viendra clôturer ces différentes manifestations le samedi 28 mars 2020. Par ailleurs, un numéro spécial sera édité pour immortaliser ces 30 ans et rappeler le chemin parcouru. En N'Djamena, l'on constate ces derniers temps la violation de panneaux de signalisation par les usagers et le non-respect du code de la route. Le sujet a inspiré notre reporter Ahmad Tangarasta. Son reportage. La circulation routière est régie par une réglementation dont le code de la route auquel tout usager est tenu de le respecter pour garantir sa propre sécurité. Le sens interdit en est une parfaite illustration. Mais que constate-t-on dans les artères de la capitale? Selon le constat, bon nombre d'usagers foulent au pied les textes en vigueur réglementant la circulation. Au niveau de ce rond-point, au quartier d'Iguel, dans la commune du 8e arrondissement, automobilistes et motocyclistes violent le sens interdit sous le regard des agents de la police en charge de la sécurité routière. Quelques usagers conscients dénoncent cet incivisme. Maintenant, je suis de Diguel et maintenant je pars à Dembé. Au lieu de faire sortir de ma droite, je vais sortir de ma gauche. Et s'il y a un accident qui arrive, c'est moi qui ai tort. Certains ne pensent pas au risque qu'ils encourent. Parce que le fait de ne pas respecter le code de la route, ça engendre beaucoup d'accidents, de circulation surtout. Et pour cela, il faut une conscientisation de la population. Il faut une campagne de sensibilisation. Et je demande beaucoup aux piétons, comme tous les cyclistes, de suivre leur droiture. Les contrevenants, pour leur part, avancent des arguments pour justifier leurs actes. En sens contraire, c'est facilité pour à partir à l'école en revenant. Je connais un sens interdit là, parce qu'on prend le risque seulement et pour partir avec ça. J'ai emprunté ce passage parce que par là-bas c'est très loin. Si on part par là-bas, c'est trop loin. Avec le rond-point là-bas, d'abord on traverse. La violation du code de la route constitue un danger public. L'on est en droit de nous interroger. Pourquoi ces usagers ne respectent pas la réglementation? La brigade de circulation routière joue-t-elle véritablement son rôle? Si oui,
quelles sont les sanctions prévues à l'encontre de tout contrevenant. Clôture hier soir de la cérémonie de mémorisation du Saint-Coran organisée par le SEC Ibad Rahman dans la commune du 8e arrondissement. La cérémonie de clôture a été présidée par le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Abdeldaïm Abdallah. Abdelhadi Mamassali. Des récits, des versets coraniques ont marqué la cérémonie de fin de la formation sur la mémorisation du livre saint de l'islam. Cette formation est une initiative du cercle Ibad al-Rahman dirigé par Daoud Hamad. Pour lui, depuis la création de ces cercles, beaucoup de jeunes ont été formés. À cette cérémonie, des oulémas se sont relayés pour encourager les promoteurs dans ces efforts visant à encadrer les jeunes musulmans. Ils ont relevé les vertus de la lecture du Saint-Coran dans la recherche de la paix et la stabilité. Le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane, a insisté sur la nécessité d'inculquer aux jeunes les valeurs de l'islam, telles que la connaissance et la maîtrise du Saint-Coran. Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane appelle les uns et les autres au respect des valeurs enseignées par le prophète Mohammed, des valeurs pleines de sagesse. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.